Alors l'économie du bonheur, c'est une discipline tout à fait sérieuse, qui a déjà 40 ans d'âge et qui regarde comment nos comportements économiques influencent notre bonheur étant un bonheur rapporté dans des enquêtes. Si je vous demandais d'évaluer votre vie entre 0 et 10, sachant que 0, ce serait la pire des vies possibles selon vous, 10, ce serait la meilleure des vies possibles, vous donneriez quelle note ? 9, ok. 8. Ouais, 8, 7, ouais. On est un peu trop haut pour des Français là. Ouais, 11, ouais, bon, vous êtes suédois, monsieur. Donc la moyenne en France, c'est 6,5, elle baisse depuis une dizaine d'années, ça baisse un peu. Ça fait de la France pas un pays dépressif du tout, hein, ça nous met au niveau 30e sur 200 pays évalués. Comment est la balance émotionnelle durant les heures passées au travail, à votre avis ? Non. Non, c'est très mal. C'est quasiment l'activité journalière la plus désagréable. Avec le temps de transport vers le travail et de retour du travail. Donc il y a plein de gens qui adorent leur vie sans adorer leur travail ou qui adorent leur travail sans adorer leur vie. Donc, alors que c'est l'activité la plus chronophage d'une journée, il n'y a pas une corrélation très forte, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, entre le plaisir qu'on a dans son travail et l'évaluation globale de sa vie. Dans l'Antiquité, que ce soit chez les Grecs ou chez les Romains, le travail est complètement méprisé. C'est pas par le travail que l'on devient heureux, c'est par, au contraire, les loisirs. Et quels loisirs ? Faire du sport, faire de la politique, s'instruire, faire la guerre aussi. Tout ça est beaucoup plus noble que travailler. Le travail est le propre des esclaves dans l'Antiquité. Je ne sais pas si vous avez fait de la microéconomie, mais en microéconomie, le travail, c'est pas positif du tout. Ce qui génère de l'utilité pour les économistes, c'est le loisir et la consommation. Le travail, c'est l'inverse. Il faut minimiser son temps de travail pour être le plus heureux possible. Je ne veux pas complètement vous plomber le moral, mais le problème du chômage, c'est qu'on ne s'y adapte pas. Et vous allez voir que normalement, on s'adapte à quasiment tout, mais le chômage fait partie des exceptions. Les chômeurs de longue durée ne s'adaptent pas du tout parfaitement à leur statut de chômeur de longue durée. L'âge joue positivement pour le bonheur quand on est jeune, autour de 20 ans, puis après quand on est jeune senior, 60-65 ans, et il y a un creux par contre qui est quand on a 40-45 ans. Quand vous êtes jeune, vous êtes en haut parce que vous avez plein d'illusions, vous pensez que vous allez tout cartonner, à 45 ans vous avez compris que c'était une erreur. Et à 65 ans, c'est génial, vous en foutez. Donc la vie est belle, je vous explique pas après pourquoi ça chute, je pense que vous comprenez. Bah oui. Le salaire. Est-ce que le salaire fait la satisfaction cette fois-ci vis-à-vis de l'emploi ? Et comme pour la satisfaction de l'emploi vis-à-vis de la satisfaction de la vie, la corrélation est très modeste. Et pire que ça, on a repéré que la satisfaction de son propre salaire n'était pas fortement reliée à son salaire. Donc les gens qui ont de hauts revenus ne se disent pas beaucoup plus satisfaits de leurs revenus que des gens qui ont de faibles revenus. Tout va être affaire de points de référence, et vos points de référence quand vous gagnez 10 000 ne sont pas les mêmes que celui qui gagne 1000. Et donc quels points de référence, à votre avis, vont impacter votre évaluation de votre rémunération ? Les amis, qui d'autre ? Le beau-frère, bien sûr. Ce sont des comparables de proximité, c'est jamais Neymar ou Shakira, hein. Jamais. C'est donc les voisins, les collègues, le beau-frère. Beaucoup de beaux-frères. Passé un certain seuil, qui est estimé aux États-Unis à 75 000 $ par foyer fiscal, l'argent supplémentaire que vous touchez ne va plus impacter votre balance émotionnelle. En revanche, ça continue d'impacter positivement votre satisfaction de la vie. Donc s'enrichir améliore votre façon de vous représenter votre vie beaucoup plus que ça améliore vos émotions au quotidien. Donc l'erreur, elle est là, c'est de courir toujours après des récompenses vis-à-vis desquelles vous êtes déjà bien loti en fait. Quand on gagne 10 000 € par mois, ça sert à, pour le bonheur en tout cas, pour d'autres objectifs de vie pourquoi pas, mais pour le bonheur, ça ne sert quasiment à rien d'aller chercher un 11 000 €, 12 000 €, 15 000 € de salaire. Il faut plutôt aller chercher d'autres types de récompenses, du temps libre, des loisirs satisfaisants, etc. Et l'erreur de beaucoup d'humains, c'est de continuer à courir dans la même direction qu'ils ont toujours couru, même s'ils ont déjà réussi à atteindre le bout de la piste, quoi. Et donc les chercheurs ont listé toute une série de caractéristiques du travail qui le rendaient plus ou moins satisfaisant, et ils arrivent à 3 gros paquets. La dimension intrinsèque du travail, notamment le contenu du travail, la variété des tâches, la clarté des tâches, la stimulation intellectuelle qu'on peut en tirer, etc. La dimension sociale du travail, à quel point vous entendez bien avec vos collègues et avec votre boss. Dans les récompenses extérieures au travail, vous avez le salaire, vous avez les opportunités de carrière et vous avez le statut social, le prestige social associé au travail. La satisfaction au travail, c'est du bien-être au travail mais assez passif. Puisque satis en latin, ça veut dire assez. Quand vous avez assez de quelque chose, vous n'allez pas chercher à en avoir plus. Vous n'allez pas chercher à en avoir moins non plus. Vous restez là, dans le statu quo.
Donc la satisfaction au travail, c'est la modalité la plus passive du bien-être au travail. La modalité active, c'est au contraire, c'est l'engagement. Là, c'est quelque chose de très actif, vous êtes tendu vers un objectif. Il y a beaucoup moins de gens qui sont engagés dans leur travail que de gens qui sont satisfaits de leur travail. Dans le monde, vous n'avez que 13% des gens qui sont engagés dans leur travail, mais vous en avez 23% qui sont activement désengagés, c'est-à-dire qui sont presque des saboteurs du travail. Vous connaissez le flow. Est-ce que vous avez ressenti vous-même le flow ? Le flow, c'est très agréable. On n'est pas très loin de l'orgasme. Ah oui, donc ça, vous avez expérimenté peut-être. Donc pourquoi on appelle ça le flow ? Le flow en anglais, c'est le flux, et c'est ce sentiment agréable que l'on a lorsqu'on se laisse porter par un courant. Donc on s'abandonne à la bonne marche du courant. Et ça, c'est Michel-Ange, par exemple. Michel-Ange, il est connu pour avoir peint le plafond de la chapelle Sixtine en faisant des salves de plusieurs jours sans jamais dormir. Puis après, il s'écroulait de fatigue, puis il recommençait. Et il expliquait qu'il était comme dans un état second lorsqu'il peignait le plafond de la chapelle Sixtine. Pareil, vous avez beaucoup de sportifs qui vous expliquent que par moment, ils sont comme dans un tunnel, ils se rendent même plus compte d'où ils sont, du temps qui passe, de qui ils sont tellement focalisés dans leur action qu'ils sont dans un état d'apesanteur. C'est pour ça que l'image de l'orgasme n'est peut-être pas la meilleure, c'est plutôt celle-là. Un cosmonaute qui flotte. Parce que le travail est source potentielle de flow. Donc les psychologues qui se sont intéressés au flow ont repéré qu'il fallait vivre quelque chose d'assez particulier. Il fallait que nos compétences les plus élevées soient utilisées par la tâche, et il fallait qu'il y ait un niveau de challenge dans la tâche qui soit légèrement supérieur à nos compétences. Donc on considère que le travail, si c'est mauvais sur le plan émotionnel en moyenne par rapport aux autres activités de la vie, c'est quand même une des activités de la vie qui est la plus potentiellement apte à nous faire vivre le flow. Mais après, il y a d'autres caractéristiques. Il faut que vous soyez parfaitement absorbé dans la tâche, il faut que la tâche soit gratifiante en soi, que vous ne la fassiez pas justement pour le salaire, mais juste parce que vous aimez faire cette tâche. Donc il y a plein de critères pour éventuellement vivre le flow. Alors les entrepreneurs nous posent un problème. Il y a deux paradoxes de l'entrepreneur. Premièrement, sur le front économique, normalement, ce n'est pas la panacée du tout. Il gagne moins que ses comparables salariés, il travaille plus, il a une plus faible sécurité de l'emploi, une moindre protection de l'emploi, on va dire, et à côté de ça, on observe qu'il est beaucoup plus satisfait de son emploi. Pourquoi ? Ça, c'est le premier paradoxe. Vous avez dit choix, donc il y a de l'autonomie déjà, qu'il n'y a pas chez le salarié, moins en tout cas. Il y a quoi d'autre ? Le fit, exactement, il a choisi la tâche, donc elle lui correspond. Bien sûr, quoi d'autre ? Le sens éventuellement, il a choisi la tâche, souvent c'est une tâche qui fait sens pour lui, une activité qui fait sens pour lui. Et puis après, on a ça. Il est plus satisfait de son emploi, il y passe plus de temps, et pour autant, sa vie n'est pas plus agréable, en tout cas, il n'évalue pas mieux sa vie. Pourquoi ? Eh ouais. Trop de temps, et pas que trop de temps, trop d'énergie, et trop de temps de cerveau disponible. C'est qu'après, il rentre chez lui, et ça, on observe ça. Donc oui, l'entrepreneur, très clairement, est plus satisfait de son emploi, mais pas davantage de sa vie en général, et d'ailleurs, on observe qu'il est moins satisfait de sa vie familiale, de ses relations sociales et de ses loisirs. On a repéré un saut de satisfaction de la vie quand vous commencez à avoir un collaborateur. Ah oui. Donc l'auto-entrepreneur par rapport à celui qui est en binôme, il y a une grosse différence déjà de satisfaction de la vie. Certains historiens du travail pensent qu'on est à la fin de la société salariale. La société salariale, c'est un moment de l'histoire assez court, 150 ans, entre 1850 et 2000, parce que le renversement commence en 2000, où vous avez la majorité des gens qui sont salariés. Mais ça n'a pas du tout été le cas, c'était pas du tout le cas avant. La plupart des gens avant cette période-là étaient indépendants. Travaillaient comme paysans indépendants, comme artisans indépendants. Les femmes, par exemple, pouvaient être artisanes dans l'industrie textile, elles travaillaient de chez elles, donc c'était du télétravail avant l'heure. La plupart des gens étaient indépendants. Puis ça a décliné, jusqu'en 2000, et là vous avez une reprise, et cette reprise, on l'observe dans à peu près tous les pays occidentaux, et elle a commencé dès les années 80 dans des pays comme l'Angleterre et la Suède. Alors, est-ce qu'il faut changer d'emploi pour être heureux ? Quand vous pensez à un changement de vie, vous faites une erreur psychologique, c'est que vous focalisez sur ce changement-là. Donc cette chose-là devient saillante à votre attention, mais après, une fois que ça va être fait, elle ne sera plus saillante à votre attention. Donc quand vous pensez à votre nouvelle voiture, elle devient centrale dans votre vie. Mais une fois que vous avez votre nouvelle voiture, votre vie reprend son cours. Donc il y a un effet de loupe constant lorsqu'on prend des décisions qui peut nous amener à prendre de mauvaises décisions. Par exemple, à votre avis, est-ce que vivre au soleil améliore le bonheur ? Oui, mais beaucoup moins que ce que vous pensez sans doute. Donc, pour répondre à la question, donc, un changement de voiture, c'est 3 mois. Un changement de maison, à votre avis ?
Pour plus grand, plus spacieux, plus confortable, plus moderne, plus ce que vous voulez. 2 ans. Non, 1 an seulement. 1 an. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a observé ça. Ça se joue en 3 temps. C'est une valse en 3 temps. Il y a d'abord l'anticipation, puis vous avez l'effet lune de miel, puis après vous avez l'effet gueule de bois. Donc là, la voiture, au début, vous imaginez, avec mon cabriolet, là je vais être à Deauville toutes les semaines, ça va être génial. Mais en fait non, vous utilisez le cabriolet pour aller faire vos courses à Intermarché et pour aller voir la belle-mère que vous détestez toujours autant. Puis effectivement, vous profitez un peu, mais c'est déjà un peu moins agréable que la période d'anticipation. Puis après, le cabriolet, c'est devenu une nouvelle Twingo pour vous, quoi. Donc, et ça, c'est le cas partout. Ça a été vu pour plein de grosses décisions de la vie. Donc ne pas croire que les changements, que la clé est dans le changement. À court terme, oui, mais il va falloir changer régulièrement pour constamment avoir ce boost de bonheur. Parce que, et c'est ça, c'est un peu déprimant aussi, ça, bon, on peut s'y faire, on a repéré à partir des données sur les jumeaux qu'il y a un déterminisme génétique du bonheur. Donc il y en a qui sont nés avec un patrimoine génétique favorable au bonheur, donc ce seront des 8 en moyenne, on va dire, et d'autres sont nés avec un patrimoine génétique qui est plus difficilement conjugable avec le bonheur, ce sont des 6 en moyenne par exemple. Et on sait par quoi ça passe beaucoup par la personnalité. Par exemple, les introvertis sont moins heureux en moyenne que les extravertis. Donc la mauvaise nouvelle, c'est ça, c'est que c'est déterminé à 50% par la génétique. La bonne nouvelle, c'est qu'on a repéré que des activités humaines pouvaient monter votre niveau de base, et c'est le cas de la méditation. Donc il y a des gens qui ne seront jamais satisfaits dans leur emploi, quoi. Ils vont migrer d'emploi à emploi, et vont très vite être de nouveau insatisfaits, sans doute à cause de leur personnalité. Alors on peut essayer de changer d'emploi ou on peut essayer de cumuler les emplois. Il y a un terme qui est assez à la mode, qui est le terme du slasher, qui en français on va dire pluriactif. Ça sonne moderne, c'est anglais, c'est joli à l'oreille, sauf que c'est tout sauf moderne. Tout le monde était slasher avant la société salariale. Donc les paysans étaient à côté artisans. Les femmes qui aidaient à la ferme pouvaient être couturières pour des ateliers à côté, etc. etc. C'est au 19e siècle qu'on a arrêté d'être des pluriactifs et qu'on a commencé à se spécialiser, avec le risque de s'ennuyer dans des tâches un peu trop monotones, trop répétitives. Des chercheurs ont regardé après les données allemandes et ont repéré quelque chose de très bizarre. Au moment de la chute du mur, le bonheur des Allemands de l'Est chute massivement. Pourquoi ? Et donc ils ont étudié, ils ont essayé de comprendre pourquoi cette anomalie, et ils ont compris que ça se jouait au plan du bénévolat. Ceux qui ont vu leur bonheur baisser, ce sont toutes les personnes qui faisaient du bénévolat avant via les structures est-allemandes, et comme les structures se sont effondrées, ils n'ont plus eu la possibilité de faire du bénévolat, et du coup, ils ont perdu ce petit truc de leur vie qui leur permettait d'être vraiment bien, parce que le bénévolat a plein de vertus, ça donne du sens à votre vie, vous êtes complètement autonome dans cette décision, vous ne faites pas la chose pour le salaire, puisqu'il n'y en a pas. Ça améliore votre estime de vous-même, éventuellement ça améliore votre statut social, si c'est valorisé, etc., etc. Donc voilà, le travail, selon moi, peut être une voie vers le bonheur, parce que ça synthétise différents chemins vers le bonheur, mais il faudra vraiment placer un certain nombre de garde-fous. Et je laisserai le mot de la fin au philosophe que je préfère, Marilyn Monroe. Une carrière réussie est une chose merveilleuse, mais on ne peut pas se pelotonner contre elle le soir quand on a froid l'hiver. Merci. Très bien, hyper pédagogue, très carré. Je pense que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Le thème est vraiment d'actualité par les temps qui courent. Ça m'a beaucoup intéressé, j'ai trouvé ça très clair. L'intervenant était quand même assez drôle. On en ressort vraiment avec une bonne dose d'énergie. Il a su nous garder toute notre attention, enfin moi en tout cas continue pendant 1h30. Bravo à lui. C'est vrai que sur le bonheur, on a plein d'idées préconçues. J'ai appris beaucoup de choses au niveau de la génétique, de savoir qu'on était quand même un petit peu préprogrammé. Ça pousse les questionnements et non, vraiment c'est un très bon moment. Comme quoi le travail ne fait pas tout dans la vie. Parfois la quête du bonheur est, en tout cas d'après moi, quelque chose qui est le cœur même du problème à force de vouloir chercher le bonheur à tout prix. On en sort heureux ou pas ? Oui, heureux et en plus de ça, avec des lignes de travail. On a tous les outils pour. Là par exemple je vais pas regarder Netflix en rentrant, je vais faire du sport.
On en sort pas forcément plus heureux, mais on se questionne davantage, ou on se conforte davantage dans ses choix de vie. Et franchement, ça donne un éclairage sur beaucoup de questions qu'on se pose et on a l'occasion vraiment d'y trouver des réponses. C'est-à-dire qu'on voit mieux comment changer les choses. Une note sur 10 là? 9, on peut toujours faire mieux. Moi je lui mettrais 11 sur 10 carrément. Un Suédois. Je dirais 8. 11. Il n'y a pas de plafond dans le bonheur, exactement. Une 10. 10 plus 1. 11, ouais. Elle est danoise. Moi je dirais du coup 9 parce que y a des axes de progression encore. 10 sur 10. Ah oui, vraiment. 9 parce que c'était trop court. Et c'était tellement passionnant que finalement on est frustré que ça se finisse.